Bonsoir et bienvenue, bonjour pardon et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Les titres de l'actualité d'aujourd'hui. Dans une déclaration faite hier, le directeur de l'Élysée Jamali a expliqué la nouvelle grille tarifaire. Également dans l'actualité de ce 15 heures, le chef de l'ONU exhorte Israël à renforcer et à annexer une partie de la Cisjordanie. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti et nous entamons cette édition avec cet hommage posthume de la première dame à la mémoire de feu Habiba Abdillahi Wabari. La première dame et présidente de l'UNFD, Madame Khadra Mahmoud Haïd, a rendu un vibrant hommage à la mémoire de la défunte Habiba Abdillahi Wabari, célèbre artiste djiboutienne et personnalité très appréciée dans notre pays, décédée lundi soir. Dans son hommage, la première dame et présidente de l'UNFD a décrit la défunte artiste d'icône talentueuse de la chanson djiboutienne qui sut mettre son aura et prestige au service de la fraternité et de la cohésion de notre communauté. Feu Habiba Abdillahi n'aura pas été chez nous qu'une artiste à la mélodie captive et ingénieuse. Elle aura été aussi un modèle de courage et d'intelligence pour combattre les clichés et autres stéréotypes, a indiqué la première dame. Outre sa capacité à émouvoir le public sur les scènes artistiques, Feu Habiba Abdillahi savait également cultiver en privé des liens irréversibles en tendresse et en amitié durable, a ensuite souligné Mme Khadra Mahmoud Haïd. Elle restera longtemps gravée dans la mémoire de nos compatriotes pour sa générosité de cœur et sa précieuse contribution au rayonnement de notre art et culture, a par ailleurs noté la première dame et présidente de l'UNFD, l'Union nationale des femmes djiboutiennes, exprimant ses condoléances attristées à la famille de la défunte, à la communauté artistique de Djibouti et à l'ensemble de notre peuple. Célèbre artiste djiboutienne, Feu Habiba Abdillahi aura sur un laps de près de 4 décennies marqué de son empreinte l'histoire artistique de notre pays. Honorable mère de famille, elle laisse derrière elle plusieurs enfants. Que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Après sa réunion du 27 mai dernier, la commission de la législation de l'administration générale et des droits humains a poursuivi aujourd'hui, ce mercredi 24 juin, l'examen du projet de loi numéro 65 de l'année 2019 de la 8e législature instituant la parité hommes-femmes et la représentation au pouvoir de décision. L'assise conduite par le vice-président, l'honorable Abdallah Barkhad Ibrahim, s'est déroulée en présence de nombreux députés. En premier lieu se trouvaient les membres de la commission des lois et a vu la participation de la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumina Ahmed Hassan, à la fin d'un dialogue conséquent. Juste un jour après que le Conseil des ministres a adopté un projet d'arrêté portant modification des tarifs de vente d'énergie électrique et des redevances accessoires, le directeur général de l'électricité de Djibouti, M. Jamali Guelleh, a fait une déclaration à la télévision nationale dans laquelle il a souligné l'importance de cette décision. Dans sa déclaration, il a noté que le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles a fourni une explication détaillée de ce projet qui vise principalement à permettre à des simples groupes de la société d'obtenir de l'énergie électrique à des prix raisonnables. Ce projet était sur la table depuis octobre de l'année dernière, mais qu'il avait été retardé pour des raisons techniques et autres liées au coronavirus, a souligné Jamali Guelleh. Il a rappelé que cette annonce intervient après avoir terminé l'étude de ce projet sur tous les aspects et l'amélioration de la situation sanitaire liée au Covid-19. Il a aussi souligné que le président de la République avait ordonné de réduire la tarif des factures pour permettre aux citoyens, en particulier ceux à faible revenu, d'utiliser les climatiseurs en cette période de canicule. Il a déclaré que d'autres projets sont en cours pour amener notre pays au stade de l'autosuffisance dans le domaine énergétique.
À l'issue de la déclaration, le directeur général de l'électricité de Djibouti a profité de l'occasion pour féliciter le peuple djiboutien. Il a également remercié le chef de l'État en soulignant que cette démarche traduit la préoccupation majeure du président Guelleh attachée donc à l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Et comme chaque jour au quotidien, ce point de presse du secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Bounoïta, concernant l'évolution du Covid-19 en République de Djibouti. Je vous propose de suivre. Point de presse sur la situation du Covid-19 à Djibouti ce mercredi 24 juin 2020. Les principales données relatives à l'évolution de l'épidémie nous donnent les résultats suivants. 193 patients ont été déclarés guéris. 347 tests réalisés. 13 personnes se sont révélées positives. 3 cas de décès sont à déplorer. L'accalmie épidémique se confirme encore une fois aujourd'hui. La circulation du virus SARS-CoV-2 a nettement ralenti et explique la diminution générale des cas diagnostiqués sur l'ensemble du territoire national. À ce jour, 90,3% des patients diagnostiqués positifs ont été déclarés guéris. Et ceci participe de toute évidence à la rupture, sinon à la diminution de chaînes de transmission de la maladie Covid-19 en République de Djibouti. Parallèlement aux efforts déployés par le ministère de la Santé pour contrôler et circonscrire l'épidémie, des dispositions rigoureuses sont prises par le gouvernement au niveau des points d'entrée terrestres, maritimes et aériens pour empêcher l'importation de tout nouveau cas. Comme à l'accoutumée, le ministère réitère ses appels à la vigilance et recommande à la population le strict respect des gestes barrières. Quant au bilan global, il se résume ainsi. 45 560 tests réalisés, 4 630 personnes se sont révélées positives au Covid-19 et 4 182 personnes sont déclarées guéries. Et nous déplorons 52 décès depuis le début de la pandémie à Djibouti. Merci, restez vigilants, protégez-vous et protégez les autres. Et voilà qui nous ramène de parler du centre de réanimation de l'hôpital Bouffar. C'est le dossier de cette édition de 15h, les détails dans cette séquence. La maladie à coronavirus constitue un défi majeur pour les unités de soins intensifs. Les patients infectés nécessitent une ventilation invasive et une part importante de ces patients restent aux soins intensifs durant une période plus ou moins importante. Ces 30 respirateurs flambant neufs installés ici à Bouffar n'est qu'une partie des 120 machines acquises par notre pays sur fonds propres. Un investissement de près de 256 500 000 de nos francs. Dans le cadre de la gestion de la pandémie, nous avons acquis un lot de 125 respirateurs d'une valeur de 270 millions de nos francs. À ce titre, nous avons déjà mis en place des unités de réanimation dans les grands hôpitaux ou bien dans les hôpitaux de référence, à savoir l'hôpital Beltier, hôpital Balbala du Cheko, hôpital Shekib Saad et la maternité de Dar Hanan. Nous avons actuellement une capacité litière de 70 lits de réanimation dans nos différentes structures sanitaires. Pour faire face à une éventuelle augmentation des cas graves,
nous avons mis en place une unité supplémentaire de réanimation et de soins intensifs au sein de l'hôpital Bouffar. Dans cette unité, il y a 20 lits de réanimation équipés et 10 lits de soins intensifs. Cela montre les efforts du gouvernement. Et en premier lieu, le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, d'améliorer et de renforcer les dispositifs de soins intensifs du pays. Ainsi, avec ces machines, le traitement est centré sur la ventilation mécanique et protectrice qui a fait ses preuves dans le syndrome de détresse respiratoire. Installé dans les différentes structures de référence, ce dispositif a largement renforcé la lutte contre le Covid-19, en particulier chez les personnes qui ont développé les formes graves. Les formes graves se manifestent par l'atteinte pulmonaire avec insuffisance respiratoire survenant classiquement après 7 à 10 jours d'évolution et peut s'accompagner également d'une insuffisance respiratoire sévère nécessitant le plus souvent une intubation. Bien que n'accueillant pas encore des patients, c'est à ce genre de situation urgente que le centre de réanimation a été mis sur pied et constitue à ce jour une unité de réserve. Un travail d'anticipation qui permettra aussi de désengorger les autres structures selon le docteur Ahmed, médecin anesthésiste réanimateur. Ce centre va pouvoir désengorger les hôpitaux, les 2 grands hôpitaux surtout, et ces hôpitaux vont pouvoir remplir leur fonction de réanimation polyvalente. Et désormais, les cas de Covid compliqués seront pris en charge dans ce centre dédié qui a, comme vous le voyez, de tout nouveau matériel, un espace assez bien dégagé. Ce centre a été fabriqué de concert avec les spécialistes concernés. Les évacuations de l'air sont respectées. Les normes de sécurité de l'espacement entre 2 lits sont respectées. La chambre est assez spacieuse pour un seul patient. Et le couloir aussi est pas, comme vous le voyez, est très spacieux. Et il y a du matériel en quantité suffisante. Le personnel qui sera déployé dans ce centre a bénéficié d'une formation pour se remettre à niveau en ce qui concerne la réanimation. Des compétences sur la surveillance constante des fonctions vitales comme la ventilation, l'oxygénation, la pression artérielle, les fonctions cardiaques, mais aussi sur l'hygiène afin d'éviter la contamination. Le tout étant d'augmenter la chance de survie du patient. Les personnes ressources ont été formées pour ça aussi, des médecins généralistes en renfort, des infirmiers IDE ont été formés pour la réanimation et pour les gestes des urgences et des soins intensifs. À l'heure où Djibouti comptabilise plus de 4600 cas testés positifs et surtout 49 décès, l'acquisition de ce nouveau moyen constitue la pierre angulaire du traitement de l'atteinte pulmonaire du Covid-19. Dans le cadre du rapatriement des ressortissants djiboutiens bloqués en République de Turquie suite aux restrictions de vol, l'ambassade de la République de Djibouti en Turquie, représentée par Aden Hussein Abdillahi, a mené toutes les démarches nécessaires pour le retour des ressortissants djiboutiens sur le sol. Ces ressortissants djiboutiens, au nombre de 153, ont séjourné en Turquie pendant plus de 3 mois en raison des restrictions de vol imposées dans le monde entier à la suite de la propagation de la pandémie du Covid-19. Après avoir fait part à l'ambassade de Djibouti de leur souhait de regagner leur pays d'origine, le gouvernement de Djibouti a pris la décision de rapatrier ces ressortissants dans des meilleures conditions pour qu'ils reviennent sains et saufs. Tous les ressortissants djiboutiens n'ont pas manqué de remercier le gouvernement et l'ambassadeur pour avoir répondu présent à leur appel. L'ambassadeur de la République de Djibouti en Turquie, Aden Hussein Abdillahi, a exprimé dans une interview sa gratitude au Tout-Puissant pour le bon déroulement de ce rapatriement. Il a ajouté que l'ambassade a effectué ce rapatriement sans relâche pendant 1 mois. Ce programme a été possible grâce à la décision prise par le gouvernement djiboutien de rapatrier les citoyens bloqués en Turquie
depuis plus de 2 ou 3 mois. Certains d'entre eux en séjournant en Turquie pour des raisons de santé voulaient regagner le pays. 153 en total qui séjournaient à Ankara, Istanbul et ses environs ont quitté le pays via l'aéroport d'Ankara et donc sont retournés en toute sécurité, a indiqué l'ambassadeur. Il n'a pas manqué de profiter de l'occasion pour remercier au nom de l'ambassade et en son nom propre les citoyens djiboutiens pour la confiance et le respect lors de ce rapatriement. Retour à Djibouti, où tôt dans la journée d'aujourd'hui, le chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, a effectué une visite d'inspection inopinée à Ali Sabieh à bord de l'hélicoptère. En effet, les stagiaires de l'école militaire président Goulid, en nombre de 371 militaires masculins, ont finalisé leur formation militaire de base FETA qui devait se clôturer par un raid sur un itinéraire bien déterminé. C'est dans ce cadre que s'inscrivait cette visite d'inspection. Dans son déplacement, le SEMGA était accompagné du chef d'état-major de la défense, le général de brigade Tahir Ali Mohamed. Sa descente d'avion, la délégation restreinte présidée par le chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, était accueillie par le chef du corps du régiment d'Ali Sabieh, le colonel Abdelwassa Ben Mohamed et le lieutenant-colonel Mohamed Jama Qayad, commandant de l'école militaire président Goulid. Notons aussi la présence du préfet d'Ali Sabieh, Moussa Aden Migane. À l'issue des salutations, le SEMGA a entamé la revue de troupes, puis a assisté à une présentation faite par le lieutenant-colonel Mohamed Jama Qayad, commandant de l'école militaire président Goulid. À cet effet, un scénario a été imaginé. L'objectif de ce briefing était d'une restitution des savoir-faire acquis par les stagiaires durant leur séjour à l'école militaire de Hol-Hol. Ces connaissances permettent de mettre les stagiaires en situation opérationnelle tout en participant à la sécurisation de la zone à travers des actions en présence et de contrôle. Une fois donc ce briefing déterminé, ces démonstrations des acquis ont été faites. Des ateliers multiples permettent une restitution des savoir-faire acquis par ces stagiaires durant leur séjour à Hol-Hol. Eh bien, c'est le remontage et le démontage des fusils d'assaut tout en ayant les yeux bandés. Ceci donc a ajouté une difficulté supplémentaire qui permet de canaliser le stress en terrain d'opération. On pouvait aussi voir le secourisme au combat qui permet donc une rapide prise en charge d'un blessé en situation de combat offensif, le combat des localités sur un terrain dégagé et la lutte contre les engins explosifs improvisés, déposés et enfouis dans le sol par l'ennemi sur le passage obligé des militaires. Ces démonstrations se sont soldées avec un atelier technique moderne de tir au combat qui ont fait leur démonstration. Et bien comme à l'accoutumée, après l'effort, le réconfort, la cérémonie s'est terminée par des chants et danses traditionnelles animés par les stagiaires autour d'un petit déjeuner convivial en guise de départ. Le SEMGA s'est vu offert une aide d'honneur composée de l'ensemble des stagiaires. أكل الشمبرن دفاعي عسيل الوهيا أمين التربر الدفاعي عسيل الوهيا يا عسيل منير السن مريدي عداوة
Le maire de Djibouti-Ville, Mme Fatouma Awale Ousmane, a lancé les travaux d'embellissement de la ville aux côtés des agents de la garde-côte hier à la route Venise. Les agents de la garde-côte ont mené une vaste opération de nettoyage et d'embellissement des axes routiers pour mieux se préparer donc à la fête de l'indépendance, une opération qui a continué jusqu'à 15 h hier après-midi et les agents de la garde-côte, animés d'un esprit patriotique, ont bravé la chaleur et le soleil de l'été pour effectuer un devoir citoyen. Le maire de Djibouti-Ville a remercié le colonel de la garde-côte ainsi que les agents de la garde-côte pour avoir répondu à l'appel pour embellir la ville à la veille du 43e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Et dans un mot prononcé à cette occasion, le maire de Djibouti-Ville a indiqué que ces travaux interviennent dans le cadre de la célébration du 43e anniversaire de l'indépendance. Tous les Djiboutiens doivent participer au nettoyage et à l'embellissement de notre capitale. Elle a également remercié les gardes-côtes, à sa tête le colonel Waïs Omar Bokoré et les agents. En ce sens, le maire de Djibouti-Ville a donc appelé les Djiboutiens et Djiboutiennes à contribuer aux travaux d'embellissement de la ville de Djibouti. À l'approche du 43e anniversaire de l'indépendance, la police nationale contribue également à l'embellissement de la ville de Djibouti. C'est dans cette optique que la police nationale a procédé au nettoyage ainsi que la peinture des trottoirs de la route nationale 1, la RN1. Ces opérations d'envergure se poursuivront pendant plusieurs semaines. Ces hommes déployés tôt ce matin devant le stade Roi Fahad sous le commandement du commandant Salah Mohamed Helsi sont à pied d'œuvre tout au long de la RN1 afin de participer pleinement à l'embellissement de la ville de Djibouti. Le commandant Salah Mohamed, qui supervise ces opérations, a exprimé son entière satisfaction quant au travail des soldats qui s'acquittent de cette mission civile avec enthousiasme et dévouement, car cela engage la responsabilité civique et citoyenne de chaque Djiboutien. Je vous emmène à Obok où la sensibilisation du Croissant Rouge sur les mesures barrières du Covid-19. La Société nationale du Croissant Rouge de Djibouti, en partenariat avec l'UNICEF, a lancé à Obok une campagne de sensibilisation sur l'importance des gestes barrières en vue de lutter contre le Covid-19. L'objectif premier de cette campagne est de rappeler à la population que l'amorce d'une baisse significative des cas du coronavirus dans notre pays ne devrait pas être source de relâchement dans notre combat face au Covid-19. En effet, cette baisse doit être un facteur de plus pour redoubler d'efforts dans le maintien de comportements sains tels que le lavage régulier des mains, le port de masque dans le lieu public, la distanciation sociale. Et de là, nous passons en nouvelles du monde. Le chef de l'ONU exhorte Israël à renoncer à annexer une partie de la Cisjordanie. Alors qu'une réunion semestrielle du Conseil sur le conflit israélo-palestinien est programmée ce mercredi avec la participation de plusieurs ministres. Explication. Les efforts en faveur de la paix dans la région, insiste Antonio Guterres, en rappelant l'opposition, y compris au sein de la société israélienne, contre les projets israéliens. L'annexion unilatérale par Israël d'une partie quelconque de la Cisjordanie occupée fermerait effectivement la porte à une reprise des négociations et détruirait les perspectives d'un État palestinien viable et la solution à deux États. Ça serait catastrophique pour les Palestiniens, les Israéliennes et la région, a-t-il écrit. Selon des diplomates, une très forte majorité des membres de l'ONU devrait à nouveau s'opposer mercredi au projet israélien. Et on ne peut pas se contenter de condamner la politique israélienne. En Allemagne, 2 cantons reconfinés, la question de l'insécurité sanitaire des abattoirs ont été relancées. Explication. Des 1500 employés d'une usine de conditionnement de viande de la région ont contracté le coronavirus. Il s'agit du plus grand abattoir du pays, devenu le plus grand foyer d'infection d'Allemagne, identifié comme tel depuis une semaine. Certains proches des employés ont été affectés, ainsi 24 personnes n'ayant pas de lien direct avec l'usine. Au total, 7000 personnes ont été déjà placées en quarantaine et une vingtaine ont été hospitalisées.
L'objectif de ces reconfinements serait calmer la situation, accroître les tests de dépistage pour déterminer si le virus s'est répandu au-delà des employés des laboratoires. Mercredi, l'Allemagne a fait état de 587 nouveaux cas de contamination au coronavirus, portant le nombre total de personnes infectées à 191 449. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.